Chers amis, nous voilà effectivement face au cinéma de l'absurde. Je ne sais pas si une telle catégorie existe, mais en tout cas, c'est vraiment un objet rare et très non identifié en matière de cinéma, je pense bien. Jusqu'au bout, on ne sait pas si on est dans la réalité ou dans l'absurde, dans la fiction voulue ou non voulue. Donc cette mise en abîme qui est vraiment abyssale, c'est le cas de dire, est vraiment surprenante. Et quelque part très jubilatoire quand même, je dois dire. Très fréquemment, on est tellement pris au dépourvu que cet effet de surprise crée quand même un aspect comique qui est quand même prédominant, mais parfois des moments de malaise très intenses. Alors, avant d'interroger notre acteur en chef et également metteur en scène, dramaturge, Monsieur Pascal Millard, juste le regard de la cinéphile Mariana Giacomel sur ce film. Est-ce que vraiment il est seul de son espèce? Dans le film, on parle aussi d'une intelligence artificielle qui mettrait en réalité en scène le film. On ne sait pas très bien si là encore c'est une mise en abîme ou si c'est sincère ou absurde. Bref, Mariana. Oui, alors on peut dire qu'il y a beaucoup de films qui parlent du film même, c'est un métafilm. Pour faire un exemple, la nuit américaine. Non, je sais pas. Peut-être qu'on va échanger. Excusez-moi. Plus proche. Plus proche. Tu parles la nuit américaine. La nuit américaine de Truffaut, oui, je pense que la traduction en français de Automate de Federico Fellini était oubliée de nuit. Et où, par exemple, Cinédoc, je ne me rappelle plus Spike Jones, je crois. Spike Jones, vous voulez dire non, New York Cinédoc. avec Je crois. Tous les deux, il me semble. Hoffman pour le scénario et Spike Jones, je crois, je pense, pour la réalisation. Seymour Hoffman, oui. Tout à fait. Ça veut dire, mais même aussi dans la cinématographie du Pieux même, et ce n'est pas la première fois. J'ai vu Yannick, il y a un an ou deux, je ne me rappelle plus, mais il est dans Mobi, une plateforme, si vous voulez le voir. Et dans ce cas-là, il y avait une méta-théâtre. C'était un des spectateurs dans la salle qui allait interrompre la pièce et mettait en otage tout le public pour se plaigner de ce qu'on allait jouer pour faire quelque chose à lui-même. Et dans ce cas, on parle de film qui parle de film. Il a déplacé du théâtre au film. Mais je pense qu'il est un métafilm qui parle du film et qui célèbre et qui met aussi au chevaux l'effet de filmer. C'est un film qui touche à très le thème, avec cynisme, que dit avant qu'on rit, mais un rit proche des larmes, parfois. C'est cynique, la mise en scène. Et il y a aussi le nihilisme. Oui. Et ça que fait rire. En tout moment, j'ai entendu quand le mec a monté sur lui le pistolet la première fois, et tout le monde était en train de rire. J'ai entendu dans la salle quelqu'un dire comment dire, on ne peut pas rire. On rit jusqu'au maintenant, mais ce n'est pas quelque chose de rire, c'est quelque chose de très fort. Mais il a ce jeu des poupées rousses. À un certain moment, on ne sait pas où on est. Si, très souvent, on ne sait pas où on est. Même quand le générique intervient, on se dit c'est peut-être pas un générique. Et d'ailleurs, le générique lui-même est totalement travesti quelque part. Et comique et en même temps décalé. Il y a une volonté de dérision et d'autodérision. Et de deuxième degré dans la dérision qui est permanente. Oui. Et aussi, en façon aussi de dérision de la comédie des amours, qui n'est pas forcément la comédie française, mais c'est aussi la comédie
c'est bien cette comédie de d'autres émissions cinématographiques. Il semble dire que qu'est-ce que sert le cinéma? À quoi sert À quoi bon? la fondation du C'est cinéma, à rien. le rôle de l'acteur, la cathartique. Alors justement, la transition, merci beaucoup, chère Mariana, est toute trouvée. La fonction cathartique de l'acteur, cher Pascal, vous-même, qui êtes à la fois acteur, metteur en scène, qui jouez aussi parfois dans vos pièces, même beaucoup, je crois que vous aimez les pièces qui réalisent des mises en abîme comme cela. Quelle est votre perception de ce film, à votre avis? Quelle est la prouesse à laquelle nous venons d'assister? Il est clair que pour moi, déjà, je dois forcément faire une différence entre le monde du théâtre et le monde du cinéma. C'est les acteurs qui ont vécu les deux savent reconnaître tout à fait les différences qui existent entre un monde qui est forcément plus exposé à l'image, plus exposé à une relative superficialité, en quelque sorte, là où le théâtre va chercher dans le cœur des choses et faire un travail à un peu plus long terme. Enfin, c'est une approche qui est relativement différente quand même. Et donc, oui, typiquement, on se dit que la notoriété, la visibilité d'un acteur de cinéma, si il ou elle obtient du succès, ne sera jamais exactement la même que pour le théâtre, on est d'accord. Et du coup, leur manière de gérer cette notoriété n'est pas la même, définitivement. Évidemment, un petit peu mon regard, j'ai un regard porté sur des troupes que je gère, qui ont été au plus proche, on va dire, semi-professionnels, mais définitivement, avant tout, ce sont des amateurs que j'ai devant moi, et là aussi, le rapport de force n'est absolument pas le même. Chez les professionnels, évidemment, leur vie, leur carrière, tout en dépend de ce qu'ils vont être capables de faire. Et donc, finalement, cette relaxation que peuvent trouver les amateurs dans l'idée que leur vie, à eux ou à elles, n'en dépend pas, va les amener à avoir une approche certainement plus douce, plus humble peut-être aussi, et voilà, moins heurtée par des rapports de dépendance très fortes à leur vie. Donc j'ai beaucoup plus de luxe, je dirais, de chance pour ma part, parce que les engagements sont tout autres. Hein. Notre approche peut être plus lente, plus longue, on a le temps de faire les choses, à la différence évidemment des professionnels qui ont des impératifs temporels très, très serrés. Donc ces jeux de tension là, ils ne prennent pas le temps de nous les montrer comme d'autres exemples que vous avez donnés. Il y a deux titres qui sont marrants aussi dans le monde du cinéma qui parlent des acteurs et du cinéma. Il y a Les acteurs de Bertrand Blier, donc un petit peu plus récent que les films là que vous citiez, et les actrices très intéressantes aussi de Mai Wen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film qui est bien féminin et féministe définitivement sur cette vision, mais qui cherche à vraiment là, je dirais au-delà du cynisme, disons, à vraiment apposer une critique vraiment de ce monde et de ces superficialités, de ces jeux de coups bas que l'on se lance. On en voit un exemple, bien sûr, hein, quand on appelle le rôle de l'ego. Alors justement, parce que alors on voit très souvent, lorsqu'on n'est pas acteur et on n'est pas actrice, et on n'est pas dans ce monde-là, on entend souvent parler de ces égos surdimensionnés, de ces personnages qui parlent de long, qui ne parlent plus de lui qu'à la troisième personne du singulier, par exemple, tellement il prend de place, cet ego dans la place. Et en même temps, qui s'efface totalement, puisque l'acteur, soudainement, efface totalement sa personnalité pour interpréter au service de son rôle. Un rôle. Et alors, justement, je trouve que dans tout le début du film, en tout cas, c'est assez impressionnant parce que nous-mêmes, nous sommes pris au dépourvu, nous ne savons plus à quel moment ils jouent leur rôle, à quel moment ils ne le jouent plus. C'est ce que vous venez d'évoquer. Dans le théâtre, c'est quand même un travail sans filet. Lorsque les acteurs sont sur la scène, il n'y a pas de possibilité de couper, de reprendre, voilà. Et donc, on a cette espèce de réflexion, en tout cas, sur l'ego de ces acteurs. Vous-même, qui êtes à la fois acteur et metteur en scène, qu'est-ce que vous retirez justement de cette perspective sur l'ego? Faut-il avoir, en d'autres termes, un ego surdimensionné pour pouvoir l'abolir complètement ou inversement? En fait, déjà, il faut être un petit peu fou pour monter sur scène, un petit peu, j'exagère, mais la folie est un grand terme, mais enfin, il faut oser, évidemment, il faut quand même ne pas avoir trop froid, voilà. Quand on y va, il faut être engagé. Et cet engagement, il est lié évidemment à comment on place son ego.
parmi les amateurs que j'ai des femmes qui sont profs et dont les enfants vont bien les voir faire vraiment des trucs surprenants. Madame, on vous a jamais vu faire ça à l'école, quoi. Bah oui. Donc c'est assumer le fait, en effet, d'être totalement quelqu'un d'autre, de sortir un peu de ses habitudes, en fait, et du coup, de savoir justement placer son ego à un niveau suffisant pour dire oui, j'ai besoin d'un minimum exister et briller en soi sur scène. Je crois que tout le monde, amateur ou pas, a besoin de briller sur scène d'une certaine façon. Donc là, oui, on engage son ego. Et j'ai pu voir les premières fois de certains acteurs, voilà, montrer ce qu'ils avaient en eux et ce qu'ils étaient capables de dégager devant un public. Et je voyais leur regard d'enfant, alors qu'ils avaient une large trentaine d'années. À la fin, leur regard d'enfant quand les applaudissements arrivaient. Et là, je sentais que leur ego, justement, il explosait dans le bon sens du terme pour moi. L'ego, bien utilisé en tout cas dans le théâtre, de mon expérience, c'est quand il est dans l'offrande. Quand tout ce que j'ai de moi, j'espère de meilleur, je vais l'offrir au public et je vais l'ouvrir au public. Donc mon ego est ouvert. On est en général à nu devant un public. Et quand on est capable de bien gérer ça et à la fin de redevenir qui on est, c'est l'avantage des amateurs pour mon expérience, c'est qu'ils redeviennent un papa, une maman, un prof, etc. Et c'est pas plus mal, parce que justement on redescend sur terre. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Quand on aborde des rôles, il faut commencer par la terre. Et puis après, on peut faire monter vers les cieux et faire rêver, poétique, etc. Mais je pense qu'il faut toujours partir d'une certaine forme du réel. On peut bien sûr le filer à ça. Et à propos de la Terre, il y a la Terre, mais ils sont en train de se promener dans une piste d'atterrissage. C'est drôle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que le gros doit être à terre. Et je pense que la scène finale, on voit cet interminable rail qui dévoile la fiction. Et Il ne regarde que ça, d'ailleurs. Et nous dit, c'est un long plan séquence, c'est pas, vous n'avez pas assisté des dialogues intimes parmi les acteurs, c'était tout une fiction. Et en ces moments, qui semble aussi une pellicule. Et à un certain moment, on voit pour quelques instants un derrière-plan, mais après on voit seulement le rail et semble la pellicule avec ses interruptions, ses ralentissements, ses moments de... Je pensais aussi comme justement les génériques de fin où vous avez ce défilé qui dure 20 minutes dans les blockbusters américains de noms, voilà, on n'a jamais le temps de les lire bien sûr. Et donc voilà, il y a un peu ce truc de dire je vais le faire avec de la musique en plus, musique sympa, etc. Voilà. Et quand vraiment les noms arrivent, tout en silence. Voilà. Qu'on est debout. Quand le figurant arrive, il y a du silence. On commence avec le silence et on termine avec le silence. Et à propos des groupes, je pense que du que le metteur en scène fait quelque chose sur les égos des acteurs. Par exemple, dans Dali, il y a 6 différents Dali pour le même rôle. Et ça veut dire que parmi les acteurs, il y a quelque chose il y a de la compétition. Pas seulement dans les films, mais envers le public. Quel est le meilleur? Ici, on voit Louis Garrel, mais surtout Vincent Lindon, qui joue les rôles du jouet. Il semble qu'ils sont dans la réalité, dans leur vie, et quelque chose qui sont différents. Parce que, je m'explique. À un certain moment, on voit que Vincent Lindon est un carriériste, que l'autre a peur, mais c'est différent, peut-être qu'on ne peut pas parler de certains mots. Mais Vincent Lindon, c'est un acteur très engagé. Par exemple, on n'a pas vu ici, mais on a vu ici un film de Brisé, celui avec Alba Rohrwacher et Sanderel. Mais le même metteur en scène a fait une trilogie sur le travail, et où il y avait Saint-Landon, et c'était des films très engagés sur les rêves ouvrières. À un certain point, ce semble aussi de
d'être pas devant un film, dans ce cas-là, d'essayer maintenant un film, un documentaire. Et ça veut dire que, je reviens où j'ai commencé, que Dupieux joue sur les égos de ses acteurs, quand même. Oui, il s'en amuse vraiment. Il joue sur plein de choses. C'est un grand gamin, c'est un grand enfant, ce Quentin Dupieux, il s'en cache pas. Il n'a aucune intention politique, il n'a aucun message en soi réel à faire passer sérieusement. Si des messages passent, on les prend comme on veut, mais plutôt à la rigolade. C'est son but, je pense, essentiellement, de nous détendre, de nous amuser. Sur plein de sujets, hein, bien sûr, l'intelligence artificielle est un sujet central aujourd'hui dans les médias, dans nos discussions, mais lui, il le décentre complètement, il s'en moque totalement, il ne va pas en faire un débat politique, mais un tout petit point là-dessus que je trouve quand même très amusant. Je ne sais pas si vous aurez noté le regard de ce réalisateur virtuel. Vous avez vu ses yeux? C'est souvent un problème, peut-être, vous le savez, si vous avez un tout petit peu approché, moi je l'ai vu à distance, je ne me suis pas réellement intéressé, mais ceux qui font du montage vidéo avec de l'intelligence artificielle, actuellement, au niveau où en est l'IA, et les meilleurs IA en tout cas, le plus gros problème, c'est les regards. Donc il donne vraiment une impression d'être humain et de cligner des yeux de manière humaine, etc. Et donc ce réalisateur regarde toujours en bas. Comme s'il avait d'ailleurs un script lui-même à lire. L'intelligence artificielle qui a un script, c'est quand même pas mal. Et donc en tout cas, il n'a aucun lien de regard avec les acteurs, avec ceux avec qui il parle. J'adore le petit technicien qui est là, qui va s'occuper du bug à la fin, c'est formidable. Et peut-être vous l'avez noté aussi, une chose qui est totalement interdite dans le cinéma, pour un acteur, briser le quatrième mur et oser regarder la caméra, comme le fait au début Louis Garrel notamment, quand il râle sur l'autre en disant « Allez, on s'y remet, on revoyons sa scène ». Donc ces jeux de regard sont très intéressants. Et un autre petit point qui m'a beaucoup amusé, vous l'aurez certainement noté aussi, à la toute fin de l'intervention de Vincent Lindon, il va donc dans sa loge, il prend bien le temps de mettre sa moustache pour retourner dans sa vie réelle. C'est quand même formidable. Je remets ma moustache et puis je retourne dans la vraie vie. Et peut-être vous le savez, une petite anecdote, mais il a fait un film très fameux qui s'appelle La Moustache. Et tout le délire, je ne sais plus dans quel sens, si tout le monde voit la moustache sauf lui, ou si c'est lui le seul à voir sa propre moustache et les autres pas. Encore un clin d'œil. Voilà. Oui, il y a vraiment énormément, effectivement. Merci beaucoup, cher Pascal et chère Marina, pour vraiment cette perspective sur beaucoup de palimpsestes, de citations et tous ces renversements de paradigmes, cette philosophie théorie à la fin qui consiste à dire que la réalité est une fiction, que la fiction est une réalité. Ça, c'est un grand topos, n'est-ce pas, de la littérature, mais aussi du cinéma. Et effectivement, ce jeu de miroir est très, très passionnant. Peut-être avant d'en dire davantage, donner la parole à la salle pour recueillir quelques réactions et commentaires. Je vois que Véronique, peut-être, je vais demander à... Non, je vais demander à... Je fais par du fort, sinon... Non, Julien va vous passer le micro. Merci, Pascal. Donc, moi, c'était juste le personnage de Stéphane. C'était Stéphane, hein, le barman. Je me suis demandé, parce qu'à la fin, je me suis demandé si c'était pas lui le personnage le plus authentique de tout le film. Et c'était le seul qui finalement joue le même rôle du début jusqu'à la fin. Il change pas de personnage comparé aux autres. Donc je me suis demandé aussi le rôle de cette personne-là pour garder peut-être quand même quelque chose qui est la réalité. Un film, la réalité, voilà. Et alors que les autres, ils vont des deux côtés tout le temps, mais lui, jusqu'à la fin, il est plus ou moins le même. Il y a les figurants quand même aussi. Et les figurants. Et il semble que la passion se voit seulement aux figurants. Parce que aussi les acteurs parlent de jouer, le fait de jouer, avec cynisme, ils sont pas amoureux de ce qu'on fait, de ce métier. Et il semble, à un certain point, Louis Garrel lui dit, faut continuer à rêver. C'est le cinéma, faut continuer à rêver. Pas à chercher dans les coulisses. Pour croire au cinéma, il ne faut pas savoir comment le cinéma est fait. Vous avez dit ça? C'est un beau cri. Ouais. Peut-être une autre réaction. Merci beaucoup. Madame, je vous en prie. Moi,
Pour moi, c'était aussi un peu comme un huis clos, leur monde, non? Parce que là, quand Florence a parlé avec sa mère et sa fille, et c'était comme, oh, le monde en dehors, personne ne va comprendre pas. Et c'était vraiment l'horreur de se trouver dans ce jour plus désagréable de sa vie et savoir au même temps qu'en dehors, c'est peut-être encore personne. Il y a la mère que la fille, d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup, madame. Oui, et également sa propre mère, hein, qui est en train d'opérer à cœur ouvert, je ne sais, et réaliser une opération extrêmement sensible et qui la critique terriblement. Effectivement, la réalité est plus cruelle que la fiction, en l'occurrence, là. La réalité aussi de sa vie professionnelle. Il n'y a clairement pas une volonté de. Merci. Il n'y a clairement pas une volonté de dire regardez, les acteurs sont uniquement superficiels et voilà, on va dire ça serait les méchants dans l'histoire en quelque sorte et les vrais gens de la vraie vie sont des gens bons et simples. Et... Non, tout le monde est fou, il n'y a pas de problème. Tout le monde est complètement joyeusement barjot et un peu cruel aussi, ah bah oui, largement avec la mère. Le pire de la mère, je trouve, c'est le moment où ça a raccroché, elle dit juste elle a raccroché. Vraiment, il n'y a plus de. Oui, complètement. Ça veut dire aussi que l'abîme, Vincent Landon dit tout le monde est en guerre, tout va s'écrouler, et après il y a tous ces sujets de la cancel culture, MeToo, ce sont toutes des choses qui sont jetées là, sans profondeur, mais il semble dire que si on vraiment, comme dit Vincent Landon, on est dans l'abîme, on est en train de crouler, de s'effondrer. Peut-être le manque de nuances, les extrémismes. On ne peut plus rien dire, on se moque aussi de ça. Hein. Et il y a tous ces thèmes qui sont jetés comme ça et pas exploités. Ils sont là pour dire qu'il faut de la nuance, pour éviter de s'effondrer. Oui. Je suis d'accord, ça manque, ça ne manque pas justement de volonté d'aller au bout d'une idée qui est avant tout justement l'amusement du réel, s'amuser du réel, de ce que l'on voit partout dans les médias, etc. Et d'en avoir vraiment un profond amusement. J'aime beaucoup la candeur quand même de ce Willy, qui devait être Arnold, qui finalement Oui, aussi dans la vie, c'est comme ça. c'est ça, on sent qu'il est proche de tout à fait son rôle de vie, quoi, en effet. Mais c'est très bien parce que ça donne des équilibres partout. Il n'y a pas que des subtils intellos parisiens. On aurait certainement comme cliché que respecte bien Louis Garrel, certainement comme cliché. Et finalement, chacun amène justement sa substance et sa subtilité à ce que sont les hommes, d'une façon générale, aussi bien du monde des acteurs que tout le monde essaie de se faire croire quelque chose, de se faire un peu rêver, justement, et c'est ce qui, comme vous disiez, c'est ce qu'il demande de faire aux figurants, rêver, rester dans ce monde-là. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être on va vous passer le micro, c'est juste, voilà. Ah, mais vous êtes deux, pardon, le micro arrive à vous également. Je vous en prie. Oui, que j'aime beaucoup, c'est le décor de cette film, et c'est sur la toile maintenant. C'est un bâtiment des années 60, très futuriste, et la voiture des années 45, et peut-être une image aussi futuriste, mais ça me confuse un peu parce qu'on ne sait pas que c'est le sujet de ce film AI qui est tourné. Est-ce que c'est un film dans le passé ou est-ce qu'un film sur le futur? Mais il y a le thème du futur dans le AI. Et ça me confuse. Le côté intemporel, effectivement, brouiller les lignes du temps également, pas seulement les lignes de la réalité et de l'irréalité, mais aussi ce côté un peu intemporel, c'est vrai. Oui, il y a le met dans la contemporanéité, le remet dans la contemporanéité, quelque chose qui peut être un conte universel, et le met dans la réalité d'aujourd'hui, dans la contemporanéité, c'est très... Je pense
Je pense, très vite, pour revenir sur ce que vous venez de dire, moi déjà, mon regard sur ça, on a l'impression qu'on est entre le relais, ce qu'on appelle les relais typiquement pour les camionneurs qui passeraient comme ça, donc un peu ces lieux, voilà, des lieux, voilà, exactement, relais étape, un peu indéfinis comme ça, et en même temps, c'était ce que faisaient un peu les relais, d'ailleurs une tentative de faire comme les cafétérias américaines, donc on est entre guillemets dans ce rêve passé d'un cinéma américain des années 50 en quelque sorte. Et pour être très honnête avec vous, cette Fiat, je sais plus, Punto ou machin, là, elle est bien vieille, hein, elle vient, je crois, des années 80, celle-là. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'il y a un truc aussi passéiste, malgré tout, qui est volontaire, je pense, dans presque tous les films de Quentin Dupieux, c'est un anti-futuriste, lui. Même s'il fait des trucs un peu, des fois, d'une forme de science-fiction, c'est vraiment dans du maintenant. Voilà, il se pose pas trop de questions sur ce monde temporel, justement. Non, ce qui est plutôt intéressant, comme elle l'a très bien dit aussi au début, Marina, sur l'aspect spatial, vous l'avez bien vu, en fait, on a deux personnes qui marchent, qui vont vers ce lieu-là, qui voient le lieu central, pour mieux en repartir après de dos. Ils sont filmés de face à l'arrivée, de dos à la sortie, et les deux du haut, voilà, repartent dans cette version-là. Donc pour moi, tout a été joué dans la spatialité plus que dans la temporalité, à mon avis. C'est mon ressenti sur ce film. Oui, et puis la plaque de la voiture, pas celle-ci, ouais. C'est une plaque extrêmement moderne avec une numérotation qui doit être à peu près autour de 2022-23, je pense, à l'extérieur. En revanche, je pense que les personnages les plus sensés, ceux qui sont vraiment ancrés dans la réalité, c'est les deux enfants dans le téléphone portable. Parce que la fille dit... alors je sais plus exactement comment elle l'amène, mais elle dit je suis chez un tel et sa maman a un vrai métier. Elle fait pousser des légumes et elle les vend au supermarché, au marché, pardon, elle les vend au marché. Et l'autre ensuite elle lui dit mais je sais plus comment elle fait et elle lui dit mais toi tu peux pas avoir un vrai métier, tu peux que essayer de faire le métier des autres. Et voilà. Et je pense que c'est là le point d'ancrage dans la réalité. Par le regard des enfants, en plus, qui semble vraiment proche de la réalisateur. Oui, la vérité sort de la bouche des enfants, etc. Exactement. On a même remarqué qu'il avait quand même remercié Dieu dans le générique. C'était extraordinaire. Alors, encore une réaction de monsieur. Il y a une réaction là, Oui. ça, parce que la AI ne peut faire que les autres faire comment vous le dites, la fille dit que sa mère ne peut faire autre chose que tuer quelqu'un. Et oui, c'est un fait pour la AI. C'est comme ça qu'il le prend, qu'il interprète ça. Oui, très intéressant cette réflexion. Peut-être, Mariana. Pour moi, c'est intéressant aussi analyser parce que ce film, pourquoi ce film s'appelle Le deuxième acte. Oui. Ça, justement, j'avais envie d'interroger Pascal là-dessus. Quelles sont les caractéristiques des deuxièmes actes que vous retrouvez? Moi, j'ai l'impression justement qu'on n'atteignait jamais l'épilogue, qu'on n'atteignait jamais la fin, y compris sur la dernière scène avec ces rails de travelling qui n'en finissent pas de finir. On se dit, mais est-ce fini ou pas? Quand est-ce que ça va? Ah oui, la base. Deuxième suicide en boucle, quoi, enfin. Oui, c'est ça, il y a des échos à n'en plus finir, et puis à la fin, ce générique, on se dit, tiens, est-ce que après le générique va se passer encore autre chose? Parce que comme on est sans arrêt pris, j'allais dire, au dépourvu, bon, là, cette fois-ci, on s'attend à être pris au dépourvu, finalement, on n'est pas. Mais au deuxième acte aussi, il y aurait l'héros doit changer, doit faire une évolution. Ici, il n'y a pas d'évolution. Il y a une et tout c'est renferme dans le deuxième acte. Et quand il s'éloigne du restaurant, j'aime beaucoup. Et aussi quand il s'approche du restaurant, il m'a rappelé, et c'est une citation selon moi, le charme discret de la bourgeoisie, du Buñuel. Là, il y avait la Buñuel, la satirique, l'ironie sur la bourgeoisie. Ici aussi, parce que la maman chirurgienne, c'est de l'ironie sur la bourgeoisie aussi. Mais il y a, c'est aussi différent parce que
dans les charmes discrets de Bourgeoisie, et il y a la campagne. Ici, on est dans une piste d'atterrissage. Dans une piste d'atterrissage, normalement, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part, mais on ne se bouge pas, on ne se promène pas. Et où ils vont, ces personnages? Il y a un infini interminable où ils vont nulle part. Comme nulle part, et allez, le deuxième acte, juste pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un troisième. Il n'y a pas de troisième acte. Ah, j'ai un tout petit peu une autre vision. Alors, déjà, ce qui est vrai, là, je suis complètement d'accord avec cette notion du nulle part. Ça, c'est fantastique parce que pourquoi ils se déplacent à pied? Déjà, on a, pour nous, c'est bête, hein. On se dit, mais pourquoi ils se déplacent à pied? Il y a celui qui s'arrête justement en voiture, il pourrait très bien dire, je vous prends, je vous ramène, on fait tous ça, c'est typique. On va vous laisser marcher, ce qui est débile en soi, évidemment, on a tous le droit de marcher. Mais dans un lieu comme ça, c'est pas naturel. Il y a un truc qui va pas. Donc, définitivement, au début, quand on fait la présentation, premier acte, ouverture, on présente les personnages, comme on le fait au théâtre, comme on le fait dans beaucoup de films aussi. Ils arrivent dans le lieu qui est le deuxième acte. C'est là où se passe tout le nœud dramatique, tous les engagements forts et vraiment même les autres arcs narratifs du serveur, etc. se rassemblent dans ce deuxième acte, donc dans ce lieu qui s'appelle comme ça. Et quand ils partent, c'est la clôture, c'est la fin, c'est le dénouement, c'est le troisième acte, en fait. C'est hyper basique. Vous voyez, ma vision du truc, c'est de dire, si sur la route, ça se trouve, il y avait écrit le premier acte, et sur l'autre route, à la fin, le troisième. Et on peut rigoler de ça, on peut s'amuser sur toutes les options possibles. Et je l'ai un peu vu comme ça, où il s'est pas pris la tête, il s'est dit, le deuxième acte, c'est au centre, c'est là que tout va se passer essentiellement, et après, on aura un début et une fin. Je pense qu'il a été très simple dans sa structure, mais en même temps, j'adore l'efficacité de cette simplicité-là. Je crois que tu avais aussi. Là, c'était un petit peu sur le titre aussi, mais vous en avez bien parlé. Non, moi, je trouvais ça drôle, c'était cette volonté d'avoir un titre aussi simple et aussi efficace que deuxième acte. Et puis qui rappelle un petit peu, on parlait de Yannick tout à l'heure, qui rappelle un petit peu le théâtre avec un lieu unique, une intrigue qui tourne toujours autour du même lieu. Et c'est vrai que oui, ce deuxième acte, quand on voit comment le film commence et que le film termine, c'est vrai qu'on imagine bien, je sais pas, ce titre trouvé un petit peu au hasard, comme si le film s'était appelé Projet 1, quoi. C'est vraiment, il y a une volonté d'avoir, je trouve, figé quelque chose de si simple que ça. Et en même temps, on se demande qu'est-ce que ça symbolise, parce que c'est si simple, mais en même temps, on voit pas trop ce que ça veut dire. Juste une toute petite référence dans un délire purement méta, mais alors qui va vraiment très très loin et un peu plus gore que celui-ci. C'est Coupé de Michel Hazanavicius, qui a fait de très beaux films, avec Romain Duris dedans, c'est à mourir de rire, enfin, dans tous les sens du terme, je crois. Merci beaucoup, cher Pascal. Merci à notre audience d'être resté aussi longtemps pour ce partage qui fut très riche sur un film, je dirais, objet vraiment rare et très étonnant, très surprenant. Donc, merci à vous pour votre fidélité pour nos séances de ciné-première. Nous nous retrouverons le 3 août, ainsi que vous pouvez le voir sur l'affiche, mais nous vous rappelons, c'est notre Film House qui choisit à chaque fois les films, donc on va se laisser de nouveau surprendre. Mais à chaque fois, on note que ce sont des films très intéressants parce qu'ils nous amènent autre part, vraiment de manière très déconcertante. Donc, nous apprécions beaucoup. Nous avons fêté la semaine dernière le départ de M. Lendert de Jong, qui a dirigé ce noble établissement pendant 40 ans. Il trouve une successeur à travers Sophie, qui lui succédera désormais. Et je suis sûre qu'elle saura nous surprendre également. Donc nous la remercions pour cela. Pour les amoureux francophiles qui sont à la salle, nous serons ravis de vous retrouver samedi prochain au club qui est sur la plage qui s'appelle l'Atlantis pour fêter la fête nationale de la France en compagnie de notre ambassadeur, Monsieur Alabrune. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir nombreux pour faire la fête en musique. Nous serons tout à fait ravis de vous retrouver. Et puis également le 18 juillet, nous vous donnons rendez-vous pour le concours d'éloquence à l'occasion de la journée Nelson Mandela sur le campus de l'université de Leiden qui se trouve à La Haye, non loin de la gare centrale. Donc nous espérons vous retrouver très nombreux et nous vous souhaitons de nouveau un très beau dimanche après-midi.